Bonjour, bienvenue dans le rendez-vous politique des Indes radios Métro News et LCI. Nous recevons aujourd'hui Thierry Mandon, secrétaire d'État chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche. Alors on évoquera avec vous la question sensible et polémique de la sélection à l'université. On parlera aussi de la prochaine présidentielle, du bilan du quinquennat et de vos propositions pour revoir la façon dont on dirige le pays, sur le sujet sur lequel vous vous êtes illustré par des propositions fortes. Avec moi pour vous interroger, Vincent Michelon, journaliste politique à Métro News, et Frédéric Delpech, chef du service politique de LCI, avec qui on reviendra dans quelques instants sur les manifestations et les blocages. Mais d'abord, des manifestations devant votre ministère, Thierry Mandon, enfin par presse interposée, j'entends. C'était en une du Monde hier, avec la colère de 7 prix Nobel, un médaillé Fields, qui proteste contre l'annulation par décret de plus de 200 millions d'euros dans le budget de la recherche, donc des crédits qui étaient votés pour cette année. Alors, il parle d'un coup de massue qui fera décrocher la France. N'est-ce pas du court-termisme là que fait le gouvernement en annulant purement et simplement ces crédits? Il n'y aura pas d'annulation. Il est vrai qu'il y a eu des projets de récupérer un peu de sous pour financer des dépenses nouvelles de la part de Bercy, mais les dépenses annoncées par le chef de l'État. Pardon ? Les dépenses annoncées par le chef de l'État. Entre autres, oui. Enfin, c'est assez classique, mais finalement, on a travaillé avec Bercy, on a trouvé la façon de gérer ça. Il y aura quelques mesures techniques qui n'auront aucune conséquence sur le calibrage des niveaux de trésorerie, mais il n'y aura aucun programme touché, aucun chercheur qui devait être recruté, qui ne sera pas recruté. Et le budget tel qu'il a été voté par le Parlement sera intégralement exécuté. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ces économies-là de 256 millions, elles vont être faites ? Non. Enfin, c'est compliqué, c'est très technique, c'est comptable, mais la réalité pour les chercheurs et pour les laboratoires, c'est qu'il n'y aura aucune coupe de budget, contrairement à ce qui avait été prévu et annoncé. D'accord, oui, donc les économies seront faites. Il y aura bien ces réductions budgétaires, mais qui n'impacteront pas directement la vie. Pas du tout. Le budget tel qu'il a été voté sera appliqué. En revanche, dans la tribune, il y a ça, mais il y a quelque chose de beaucoup plus profond qui est complètement juste. C'est ce que disent les chercheurs. Ils disent que la guerre aujourd'hui économique s'est transposée sur la guerre sur les budgets de recherche dans les grands pays développés. Et pas seulement développés d'ailleurs. Et que les moyens actuels de la recherche française doivent être renforcés dans les années qui viennent. Et je ne peux que souscrire à la lettre près à leur analyse. Il y a une crainte conjoncturelle qui est sans fondement pour 2016. On peut comprendre qu'ils se sont inquiétés et c'est tout à fait légitime, il n'y a pas d'objet. Mais en revanche, sur les craintes sur le long terme, ils ont raison de se mobiliser et il faut absolument que la nation passe un nouveau pacte avec sa recherche parce que c'est la base de sa croissance durable. Et alors justement, parce que là, il y a les lettres de cadrage qui ont été envoyées pour l'année prochaine, à la préparation du prochain budget. Alors là, vous en êtes où du coup ? Parce qu'on a pu lire que même mécaniquement, il vous faudrait au niveau de votre ministère 1 milliard d'euros supplémentaires pour les simples augmentations, on va dire mécaniques. Je confirme. Oui, mécanique. Là aussi, c'est pareil, on ne rentre pas dans la technique, mais enfin, il faut un effort significatif dans le budget 2017 pour l'enseignement supérieur, donc les universités, et pour la recherche, premièrement. Et deuxièmement, il ne faut pas que ce soit un coup pour faire plaisir, mais il faut que ce soit l'élément d'une stratégie de positionnement de la France sur la qualité, sur l'excellence de sa formation et de sa recherche. Donc sur une stratégie de long terme sur laquelle on est en train de travailler. Il y a quelque chose quand même qui est un peu difficile à comprendre. Vous nous expliquez que c'est très important de financer la recherche, que la France ne le fait pas suffisamment. Et dans le même temps, on semble apprendre qu'il y a eu l'intention de couper les budgets de la recherche à hauteur de 20 millions. Alors, qui a eu cette intention ? Est-ce que 200 millions, pardon. Qui a eu cette intention ? Est-ce que ce sont des fonctionnaires un peu trop zélés ? Est-ce que ça a été le Premier ministre ? Enfin, on s'interroge quand même. Non, vous savez, Bercy, quand il cherche des sous, il cherche des sous. Donc, il regarde partout. Et ils les ont trouvés, les sous, en l'occurrence. En l'espèce, non. Mais il y aura combien exactement, du coup, sur le budget, d'ailleurs, de la en écriture, il y aura... Là, en cours d'année, là, pour financer... En écriture, sur la recherche, il va y avoir, 80-100 millions. Mais c'est du comptable. D'accord, donc en fait, pas 256, 80, on ne va pas passer des heures là-dessus. Non, mais c'est important parce que ça... Bien sûr, mais techniquement, que vous compreniez... Sur l'intention. Il y a ce qu'on appelle des fonds de roulement, c'est-à-dire qui sont des sortes de réserves qui ne servent pas, puisque tous les ans, le budget est voté, les organismes qu'on a recalibrés de manière à ce qu'il n'y ait pas des trésoreries excédentaires au moment où l'État a besoin d'argent. Voilà. C'est purement comptable. Donc, pardon. Donc, sur l'intention, alors, d'où vient cette intention, puisque vous la dénoncez vous-même ? Le Bercy cherche des sous, il cherche des sous partout. Donc, il faut faire barrage de notre corps pour expliquer que ce n'est pas utile de les prendre sur la recherche. Qui a arbitré ? C'est Matignon qui a arbitré Matignon, le président, a décidé que finalement,
aucun programme ne serait touché et que le budget voté serait exécuté. Donc vous avez fait barrage de votre corps. De mon frère corps. Est-ce que donc c'est aussi une illustration de ce que vous dénonciez il y a 2 jours dans le Journal le Dimanche sur le système de gouvernance, la manière dont les élites dirigent le pays? Alors, attendez, d'abord les questions budgétaires, c'est toujours compliqué. C'est des sujets en soi, il y a des moins, il y a des plus, vous essayez de faire en sorte que ça s'équilibre. Donc, partout dans le monde, ce n'est pas les techniques du gouvernement les plus sophistiquées. Quand il s'agit de trouver des sous, on en cherche partout. En revanche, oui, je crois que sur un certain nombre de sujets, il faut changer nos façons de gouverner. Ce n'est pas propre à la gauche, ce n'est pas propre à la droite, ce n'est pas propre à ce gouvernement, ce n'est pas propre à ceux qui l'ont précédé. Et c'est pas... Mais si on ne le fait pas, ceux d'aujourd'hui comme ceux de demain auront les pires difficultés. Alors vous disiez, concernant là, le prochain budget, qu'il faut non pas seulement sanctuariser, comme on dit souvent, mais faire un effort supplémentaire. Donc vous appelez là pour le coup à une hausse du budget de l'ordre de combien? Vous partez à combien là dans la négociation? Vous avez cité un chiffre, il ne me fait pas peur, moi. Je ne sais pas s'il fait peur à Bercy, mais je pense que on est sur ces marges-là. Si vous voulez, c'est simple. Les budgets de la recherche ont été protégés depuis 4 ans. Ils ont été, comme on dit, sanctuarisés, mais enfin, ils n'ont pas bougé depuis 4 ans. Bouger des universités ont pratiquement pas bougé depuis 4 ans. Donc on peut se réjouir en disant il y a eu des économies partout, sauf dans ces domaines-là, et c'est vrai. Il y a même eu les créations de postes. Donc il y a eu un effort du gouvernement. Mais aujourd'hui, avec l'intensité de la bataille qui se joue sur ces 2 terrains-là, la formation dans l'enseignement supérieur et la recherche, il faut qu'on redémarre. Voilà, attendez, c'est pas plus compliqué. Mais là, que ça. on démarre des négociations budgétaires avec 2 milliards d'économies, tous les ministères mis à contribution. Déjà, on avait annoncé effectivement la sanctuarisation du budget de l'éducation. Et vous demandez 1 milliard supplémentaire. Donc, ce serait le seul ministère avec une hausse de budget. Vous pensez que ça va être défendable, ça? Vous verrez bien. Le budget 2017, il est présenté à l'été et il est voté en novembre. Donc là, on est fin mai. Il y a un effort de pédagogie qui est entrepris et d'une certaine manière. D'ailleurs, les Nobel y ont contribué hier. Il est voté effectivement à l'automne, mais il sera exécuté par un autre gouvernement en 2017. Enfin, il va quand même, par définition, il commence le 1er janvier. Donc, il y a 6 mois de ce gouvernement pour mettre en œuvre le budget qu'il a voté. Et donc là, vous attaquez, entre guillemets, vous démarrez cette négociation et vous avez déjà eu des discussions concernant cette hausse que vous demandez? Vous avez déjà eu des permanentes? Vous savez, moi, je ne suis pas là depuis très longtemps. Je suis au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche depuis 1 an. Et quand le président m'a dit je voudrais te nommer là, je lui ai dit d'accord, à une condition, je veux des sous. Donc, moi, j'ai une feuille de route qui est tout ça. Ce n'est pas par principe. C'est simplement parce que la nation est en train de se fixer des objectifs d'élévation du niveau de qualification de ces jeunes. On a l'objectif, à 10 ans, d'amener, on a 44% des jeunes qui sont diplômés de l'enseignement supérieur aujourd'hui, pas seulement de l'université en général. Et dans 10 ans, on veut arriver à 60%. Donc, il y a 2 solutions. Soit on le fait à moyen constant, la qualité se dégrade. Soit on le fait en rajoutant de l'argent pour garder une dépense par étudiant à peu près constante, et donc on remet de l'argent. Alors évidemment, il ne faut pas demander la lune à Bercy qui n'est pas connue pour la décrocher facilement. Donc il faut que les universités comptent aussi un peu sur elles-mêmes pour développer ce qu'on appelle des ressources propres, la formation professionnelle, les partenariats avec les entreprises. Voilà. Mais il y a aussi un effort de la nation à faire en direction des universités et de la recherche. Et je pense que le moment est venu, si on pense que vraiment ce qui va tirer la croissance des pays développés, c'est l'économie de la connaissance, le moment est venu de repasser entre ces acteurs que sont l'université et les chercheurs un contrat avec la nation. Voilà. Et c'est ça que je plaide, et ça que je prépare, et que je voudrais lancer dès le budget 2017. D'accord. Et si le chef de l'État, du moins, tient son engagement vis-à-vis de vous, c'est ce que vous devriez obtenir. Il n'a pas d'engagement chiffré, mais il n'a pas donné, il n'a pas dit oui, attends, non. Mais en revanche, il est tout à fait conscient que c'est en effet comme ça qu'il faut préparer les choses. Alors, on passe aux autres manifestations avec Frédéric Delpech. Alors, ce matin, donc, déblocage de la raffinerie de la Fos-sur-Mer par la force. C'est ce qui s'est passé assez tôt dans la matinée. Est-ce que pour vous, qui aviez l'air dans votre dernière interview d'avoir une certaine compréhension, en tout cas avec les mouvements de colère aujourd'hui en France, est-ce que c'est la bonne méthode? Quoi? Le blocage ou le déblocage? Le déblocage par la force. Oui. Le droit de grève en France existe.
le droit de manifester son opinion existe, le droit de paralyser l'économie nationale avec une poignée de gens qui travaillent à la raffinerie et une plus grosse poignée qui vient d'ailleurs que de la raffinerie. Je trouve que j'étais à Marseille hier. Ça, c'est pas, pour le coup, excusez-moi, c'est pas indispensable à l'expression d'un point de vue. Donc c'est malheureusement regrettable, mais normal qu'on mette l'économie nationale en situation de fonctionner. Vous opposeriez, comme l'a fait Emmanuel Macron hier, la France qui travaille à celle qui manifeste, qui bloque? J'ai pas vu ces déclarations. C'était à l'Élysée, dans la cour de l'Élysée. Oui, non, je pense que c'est heureusement plus compliqué que ça. Il y a une France qui travaille et qui va manifester ses points de vue. Donc là, encore une fois, le droit d'exprimer un point de vue est tout à fait possible en France, heureusement. Pour vous, les grévistes des raffineries, notamment, là, représentent eux aussi la France. C'est pas de la grève, qui c'est pas de la grève. Le blocage, alors, admettons. Oui, mais c'est pas les routiers qui bloquent. C'est radicalement différent. C'est pas, parce que c'est pas des salariés concernés sur leur objet qui manifestent, c'est y compris des salariés qui n'ont rien à voir avec les raffineries. Pour être très clair, il y avait des gens du port de Marseille qui sont venus en renfort Bon, donc là, on est sur une autre opération, une opération de blocage de l'économie. Donc on n'est plus dans l'expression d'un point de vue, on est dans une menace à l'ordre public. Et on doit prendre un certain nombre de garanties pour que mais vous diriez quand même que malgré tout, donc c'est ceux qui manifestent, qui viennent bloquer devant ces raffineries, représentent eux aussi la France qui travaille. C'est des travailleurs. Je n'ai pas regardé leur identité, mais c'est des gens, oui, j'imagine, qui travaillent. En l'espèce, là, ils bloquent l'économie, c'est pas acceptable. Mais bien sûr, donc vous ne reprendrez pas cette expression d'opposer. Je l'ai pas entendue, donc je peux pas la juger. Mais enfin, non, je pense qu'il faut être un peu plus sophistiqué dans l'analyse. Alors, on va revenir à ces questions de la loi travail, des protestations que vous ne sous-estimez pas, avez-vous dit. Fondamentalement, elles sont dues à quoi, ces protestations? Est-ce qu'il n'y a pas eu des erreurs du gouvernement sur la méthode, déjà, le 49.3 notamment? Le 49.3, c'est l'aboutissement de l'erreur. L'erreur, elle est initiale. Je crois que le Premier ministre l'a dit lui-même. On est rentré dans un texte de manière non concertée, avec un premier projet qui a déchaîné une volée de bois vert quasi généralisée à part le MEDEF. Tout le monde était contre, CFDT comprise. Puis, quand ce texte a été déposé, un nombre de concertations importantes ont eu lieu à Matignon qui ont permis de recalibrer le texte qui n'a pas grand-chose à voir avec le premier. Mais malgré tout... Donc, je résume, mais je décris la situation parce qu'il faut toujours essayer de garder un peu de lucidité. Donc forcément, tout ça fait un peu d'incompréhension et que les partenaires sociaux, comme peut-être les Français, aient du mal à juger lucidement un deuxième texte qui n'a pas grand-chose à voir avec le premier, en passant pas leur journée à écouter la radio, même les meilleurs, ou à lire les textes de loi de A à Z, c'est un peu compréhensible. C'est une des raisons pour lesquelles moi je crois que vraiment, avant de poser un stylo sur un papier pour écrire un texte de loi, ça, c'est pas vrai pour ce texte-là, c'est vrai pour tous les textes de loi. Il y a tout un travail en amont qui est long, mais qui est indispensable. Car une fois qu'on a mis un texte sur une table, qu'il est lancé dans la machine, pour le coup, on peut l'ajuster s'il y a tel ou tel oubli, mais il doit être de très bonne qualité. Oui, parce que sinon, après, même si on corrige... Mais parce qu'après, c'est fini en communication, c'est fini en démocratie, parce que plus personne ne sait où il en est, c'est fini, on fait des erreurs, parce que quand on vote des textes au Parlement, sans vraiment savoir les conséquences, on amende des textes de ce qu'on est en train d'amender, ça fait des textes de mauvaise qualité, donc il faut changer ça. Voilà. C'est indispensable, c'est vital, c'est une question démocratique. Et ça, c'est pour l'avenir, mais pour ce texte-là, au point où il en était, comme vous l'avez décrit, après, difficile de juger une fois que le texte a été entièrement réécrit, même s'il est meilleur. Le 49.3, vous qui êtes très critique dans cette interview du JDD sur la droite qui veut légiférer par ordonnance, etc., est-ce que le 49.3 était défendable dans ce cas-là ou il aurait fallu tout simplement renoncer? Une fois qu'on en était là. Renoncer, c'est difficile. Le problème, c'est que les textes, les meilleurs textes ont besoin d'être expliqués. Donc, ce devoir d'explication n'est pas suffisamment fait. Sur l'article 2, par exemple, je ne sais pas si vous souhaitez qu'on en parle, abusivement appelé la hiérarchie des normes, ça mériterait vraiment d'être expliqué aux Français. Ils comprendraient que cet article, finalement, n'est pas du tout le monstre qu'on leur dit. Le 49.3, c'est un moyen constitutionnel. Ce n'est pas le 49.3 en tant que tel qui pose problème. C'est la logique qu'il y a derrière. De nos institutions. Et donc, ça pose une question institutionnelle à moyen terme, pas encore une fois dans la configuration. En gros, si je résume, c'est simple.
dans les institutions telles qu'elles sont aujourd'hui, vous avez un président de la République qui est élu au suffrage universel. Le lendemain de son élection, il y a une majorité qui est élue et donc qui, en gros, est la majorité du président de la République. Donc ça, déjà, ça donne un pouvoir à l'exécutif considérable. Quand il y avait le septennat, quand les mandats duraient 7 ans, ça ne se passait pas comme ça. Donc là, le président arrive, il prend la possession de l'exécutif, et en plus, il a une majorité qui est... Donc, pour être clair sur ce sujet précis, puisqu'on le sait, ça fait partie des discussions, notamment des débats qu'il y a pu y avoir au Bureau national du Parti socialiste. Certains proposent l'inversion, tout simplement, d'inverser les élections législatives et l'élection présidentielle. Est-ce que vous y êtes favorable ? Bon, ça me semble des propos qui ne correspondent pas à la représentation que les Françaises font de la vie politique. En revanche, ce qui est difficile, pour revenir à la question précédente, parce que c'est ça sur l'analyse, c'est que si on a cette considération qu'un président et une majorité élus en même temps, donc un bloc exécutif-parlement qui est très solide, on ne rajoute pas le 49-3. C'est-à-dire que si on garde cette configuration... On n'a pas à la rajouter. Si on garde cette configuration d'un président qui est élu, qui a sa majorité, on ne lui donne pas en plus l'arme du 49-3. Ah, on supprime l'arme, d'accord. C'est à moyen. Mais tant qu'elle est là, on peut l'utiliser, quoi. Là, c'est ce qui est en train de se passer. Mais les institutions, c'est pas contingent. On fait pas ça en fonction de l'actualité. C'est une réflexion sur l'idée qu'on se fait de la démocratie. Enfin, ça, c'est un discours que les frondeurs ont un peu du mal à entendre parce qu'ils savent pertinemment que le texte va revenir à l'Assemblée, donc le texte sur la loi travail, et que, il y aura un nouveau 49-3. Bien sûr, il était enclenché, il va j'imagine qu'il sera utilisé. Est-ce qu'on peut l'éviter, ce nouveau 49.3 ? Certains courants au Parti socialiste disent on peut encore essayer de faire une synthèse une fois que les sénateurs à majorité de droite auront modifié le texte. Quand ça reviendra à l'Assemblée, on dit peut-être il y a un accord possible entre les frondeurs et le Parti socialiste. Vous pensez que c'est possible ? S'il y a un accord possible, il faut tout faire pour qu'il y ait un accord. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Il n'y a pas de plaisir à utiliser cette arme qui arrête les débats. En revanche, le 49.3 n'est pas le produit du texte. C'est pas ce texte, parce qu'il ne serait pas bon, qui oblige au 49.3. C'est l'histoire du texte. C'est le produit de l'histoire du texte, le 49.3. Tout ce qu'on a décrit précédemment, le fait qu'on a fait un premier texte, que tout le monde était contre, on a auditionné, on a fait un deuxième texte qui n'a pas grand-chose à voir, mais comme il y avait le premier, plus personne ne sait où il en est. Le 49.3, il est le produit de l'histoire du texte, pas du texte qui est en train d'être voté. Alors justement, vous allez bientôt rendre au président de la République un rapport sur la modernisation de la vie démocratique. Vous dites dans le JDD, c'était ce week-end, que les politiques gouvernent aujourd'hui comme il y a 50 ans. Est-ce que c'est pas inquiétant un petit peu de la part d'un ministre, d'un gouvernement en exercice, de dire ça à la fin d'un quinquennat ? Ouais, on peut se taire aussi, on peut dire tout va bien, c'est une autre solution. Mais vous incluez le gouvernement actuel dans cette façon de gouverner à l'ancienne qu'il faut changer. Je ne suis pas en train de faire un procès contre le président de la République, contre le Premier ministre. J'essaye de prendre un peu de hauteur. On va avoir une élection présidentielle. On va traiter de quel sujet ? Moi, ce que je vois arriver, c'est qu'on va recommencer de la même façon que toutes les élections présidentielles. Les candidats vont arriver en disant « Écoutez les gars, nous on est super, on a tout compris, donnez-nous les clés du camion et vous allez voir, on va faire marcher la machine. » C'est faux, c'est pas comme ça que ça marche. Pourquoi ? Parce que qui que vous mettiez au poste de commande du camion aujourd'hui, quel que soit le président, comme par hasard, ça fait des accidents industriels. On sort de la route. Comment ça se fait ? C'est bien qu'il y a quelque chose qui cloche. Ce qui cloche, c'est la machine à fabriquer des décisions publiques. Pourquoi ça cloche ? Parce que dans la société telle qu'elle est aujourd'hui, c'est vrai pour la vie publique, mais c'est vrai dans les entreprises pareil, la personne omnisciente ou les personnes omniscientes qui savent tout, qui ont tout compris, et dans laquelle il faut se prosterner parce qu'elles vont nous dire comment ça marche, elles vont faire et ça va marcher, ça n'existe pas. Voilà. Il y a des nouveaux modes de prise de décision, beaucoup plus collaboratifs, dans des sociétés qui sont beaucoup plus intelligentes, où tous les gens, quel que soit leur niveau de diplôme, s'intéressent à la vie publique. Il y a encore eu un sondage hier qui le montre très largement, se cultivent, choisissent le type d'information qu'ils ont, débattent entre amis. Cette richesse-là, ces savoirs diffus-là, d'une part, et des savoirs d'expertise qui sont en dehors de la haute administration. Moi, je travaille avec des chercheurs à longueur de journée. Je peux vous dire que si on écoutait un peu, ils disent tout et le contraire de tous les chercheurs. Donc, il faut faire le tri. Mais il y a une qualité d'analyse. Donc, ces savoirs-là aussi d'expertise en dehors de la haute fonction publique et les savoirs diffus dans la société, ça doit irriguer les décisions en amont.
Et je peux vous dire que la décision sera de bien meilleure qualité. J'invente rien. Je suis allé voir ce qui se passait en Allemagne, en Belgique, en Angleterre, en Finlande, en Suède. J'ai étudié tous les programmes qu'on appelle Better Regulation. C'est un mot anglais, ça veut dire la meilleure production de la norme, qui ont été mis en place dans ces pays depuis 10 ans. Il y a une qualité de débat public qui est bien meilleure. Et du coup, je termine juste là-dessus, pardon, si vous remettez la machine en situation de bien pouvoir décider, vous restituez du débat politique. Parce que pour le coup, les différences d'options entre les uns et les autres, ça redevient le sujet essentiel parce que derrière, l'intendance suit. Vous dites, si j'ai bien compris, qu'actuellement, dans l'élaboration d'un texte de loi, dans un projet de réforme de façon générale, c'est élaboré en vase clos dans des cabinets ou par la haute administration et qu'on ne tient pas compte de l'avis des experts indépendants. Oui, il y a ça, il y a plein d'autres choses. Il y a le fait que quand on prend un texte, prenons un exemple tout bête, quand vous prenez une disposition, elle va avoir des conséquences sur la vie économique, sur la vie de la société. Voilà. La bonne gouvernance aujourd'hui, c'est de faire des études précises sur les conséquences précises qu'on attend de la disposition. On sait par exemple que telle disposition, prenons l'article 2 du Code du travail, qu'est-ce que ça va créer ? Pense-t-on, quelles sont les estimations qu'on fait comme accord d'entreprise nouveau, sur quel thème, enfin, on essaye. Voilà. C'est-à-dire qu'on fait des lois sans évaluer leur effet, c'est ça que vous dites. Oui, on ne fait pas d'études d'impact, c'est ce que vous dites notamment non sur la loi seulement on El-Khomri, simule etc. par avance les résultats qu'on attend, mais deuxièmement, on les rend publics, ces simulations. C'est ça le débat démocratique, ça n'empêche pas, encore une fois, que les gens ne soient pas d'accord. Mais au moins, c'est carte sur table, un gouvernement responsable qui s'apprête à prendre une décision importante. Faire la loi, c'est pas un acte, c'est un acte sacré. Voilà. Il met sur la table les options qu'il a prises, les raisons pour lesquelles il a pris, les conséquences qu'il attend de son texte. Et ceux qui disent mais c'est pas du tout ce qui va se passer, ils peuvent le faire. Et ça fait un beau débat démocratique et ça redonne à la vie politique de la qualité. Le chef de l'État, il a lu cette interview dans le JDD. Vous avez eu un retour ? Non, je n'ai pas de retour. Non. Mais enfin, je pense que comme tous les responsables politiques du pays, il doit lire les journaux. D'accord, oui, mais ça c'est d'accord. Ou écouter les radios. Je croyais que vous allez dire, je pense qu'il a apprécié ou pas, non. Moi je fais pas, je dis pas ce que je dis pour faire plaisir à X ou à Y. Je dis ce que je dis parce que je crois que dans la vie politique du pays aujourd'hui, faut le dire et que c'est pas possible. Je lisais les programmes de la droite, pardon, de m'occuper un peu de leur cas, mais c'est simple, c'est voter pour nous. On est les oraux de la situation. Votez pour nous. Alors, c'est même pas le 49.3, c'est encore pire, c'est ce qu'on appelle les ordonnances. Oui, les ordonnances. C'est-à-dire, votez pour nous et on va vous dire exactement ce qu'on va faire. C'est nous qui vous le dirons. Alors, on va simplifier le code du travail par ordonnance. On va régler les problèmes budgétaires par ordonnance. Enfin, c'est une gigantesque farce et surtout une tromperie. Et moi, je veux pas d'un débat politique qui se construit sur ces bases-là pour Frédéric, une petite question avant qu'on passe à la suite. Oui, alors pour revenir donc à cette interview, vous avez quand même une position qui se démarque beaucoup de vos collègues du gouvernement sur les mouvements sociaux actuels, lorsque vous dites qu'ils sont l'expression d'un certain nombre de frustrations démocratiques accumulées. Il y a donc pour vous une certaine compréhension. Alors, est-ce que vous êtes sur le registre de ceux qui, justement, considèrent que la CGT ne se radicalise pas ? Si, mais ça n'a rien à voir, ça radicalise. Moi, mon analyse, elle part d'un mouvement qui est parisien, mais qui commence à essaimer avec peu de succès, je crois, en province, qui s'appelle Nuit debout. Alors, Nuit debout, c'est une sorte d'objet, tout à fait, c'est des gens qui passent leur nuit à discuter de politique. Sur une place à Paris, la place de la République. Qui manifestent aussi contre la loi travail. Ah, mais vous y êtes probablement allé, mais c'est compliqué. C'est compliqué, parce que là-dedans, il y a de tout. Bon, j'y suis allé voir ce qui se passait. Il y a deux types de publics. Il y a des militaires de l'action politique. C'est-à-dire des gens qui font de la politique depuis très longtemps, qui sont dans les partis, souvent à la gauche de la gauche, et qui se disent, voilà, on va continuer d'une nouvelle façon, nos modes de revendication assez forts. Mais il y a aussi des civils, des gens comme vous et moi, plutôt vous d'ailleurs que moi, parce que moi je suis un militaire de l'action politique à ma façon, qui vont parce qu'ils veulent un débat politique, ils veulent parler politique. Parler politique, c'est pas le gouvernement leur a pas beaucoup répondu. Je vous dis pas ça. Ce que je vous dis, j'essaye d'analyser le phénomène et ça traduit un appétit démocratique qui ne trouve pas à se rassasier dans le débat tel qu'il est. Voilà. Donc ça vaut le coup de regarder, de se dire qu'est-ce qui se passe. D'accord. Alors Thierry Mandon, invité du rendez-vous politique des Indés-Radio, Métro News et LCI. On va en venir maintenant à la fameuse préparation de la présidentielle avec la fameuse primaire que vous avez été un des premiers à demander, que vous demandez toujours. Alors on ne va pas revenir longuement
moment là-dessus, mais quand même, il semble aujourd'hui que les autres partis de gauche ne sont pas prêts à soutenir le candidat issu de cette primaire si c'est François Hollande. Juste, ça veut dire qu'aujourd'hui, selon vous, cette primaire, elle ne pourrait concerner que le Parti socialiste, voire les radicaux, mais enfin, elle pourrait être un peu sur le modèle de celle de 2011, avec le président face à d'autres candidats socialistes, voire d'autres ministres, voire des ministres qui se présenteraient contre lui. C'est envisageable, ça ? Plus large elle est, mieux elle est, la primaire. Mais visiblement, elle ne le sera pas. Donc, je vous réponds très précisément. Plus large elle est, mieux elle est. Et après, vous prenez ceux qui veulent être dedans. La primaire, c'est pourquoi la primaire, c'est pas parce qu'une facilitation ou parce que c'est un coup de bière à 17 bandes. C'est que d'abord, la primaire, elle a lieu. De toute façon, soit elle est organisée, soit elle est sauvage. Et aujourd'hui, on assiste à une primaire sauvage. C'est-à-dire que finalement, tout le monde s'autoproclame candidat potentiel de la gauche. Donc, il n'y a pas de règle du jeu. Ça part dans tous les sens, plus personne ne comprend rien. Et deuxièmement, démocratiquement, c'est normal qu'il y ait un temps de débat approfondi entre des gens qui se réfèrent à un espace politique, en l'occurrence la gauche ou la droite, et ceux qui prétendent pouvoir les représenter. D'accord, mais le président sortant face à certains de ses ministres, ça vous choquerait pas ? Mais non, pourquoi ? Je sais pas. D'abord, il faudrait qu'il y ait des ministres candidats. Mais rien ne me choque, moi. C'est un objet, la primaire. C'est pas contingent. C'est un espace démocratique que vous ouvrez. Son candidat, ceux qui ont envie d'être candidats. C'est pas très usuel sous la Ve République qu'un président sortant soit confronté. Non, c'est pas du tout la tradition de la Ve. C'est bien pour ça que on a un peu de mal avec cet objet. La tradition de la Ve, c'est un personnage charismatique, plutôt chef de parti, mais beaucoup plus fort que son parti, désigné par son parti et candidat devant les Français. C'est une sorte de mix entre la naissance gaulliste de la Ve et les présidents qui, sans avoir le charisme de Gaulle, étaient donc les patrons des principaux partis, qu'il s'agisse de Pompidou, qu'il s'agisse de Giscard, qu'il s'agisse de Mitterrand, qui étaient candidats à la présidentielle. Voilà, c'est ça. Et donc là, on se dit, on va aller demander aux citoyens, qui se disent plutôt de gauche, s'ils préfèrent tel candidat ou tel candidat. Je comprends que ça choque. C'est tout à fait le débat, parce qu'en réalité, là, on est plutôt affaire à un président sortant. Oui. Traditionnellement, le président sortant, son autorité est incontestée dans son propre camp pour se représenter. Ce n'est pas le cas aujourd'hui avec François Hollande. Alors, est-ce que ça veut dire que François Hollande est un président en fin de mandat faible, tellement faible qu'il faut envisager une primaire? Écoutez, je n'ai pas la même lecture de la vie politique française que vous. Je n'ai pas vu que traditionnellement, les présidents sortants soient incontestés. Je plaiderais plutôt assez facilement, instruit des expériences de tous les présidents de la Ve, tous, sans aucune exception, qu'ils sont tous contestés dans leur propre camp, De Gaulle compris, à la fin de son mandat. Ils n'étaient pas dans les contextes d'un primaire quand même. Non mais d'accord, mais donc c'est pas vrai qu'un président sortant soit un candidat naturel. Et de toute façon... Donc il n'est pas naturel alors si on veut ressourcer, c'est logique ce que vous voulez, mais si on veut ressourcer les bases de la représentation... C'est-à-dire les Français qui font confiance à quelqu'un pour être représentés par lui, il faut qu'il y ait ce temps de construction du lien de représentation et la primaire participe. Juste sur ce point, candidat pas naturel, vous êtes totalement en désaccord par exemple avec Stéphane Le Foll, qui lui considère que le président sortant est le candidat naturel. Moi je dis légitime, vous mettez le qualificatif que vous voulez. Il est légitime. Il y a à une condition qu'il a lui-même posée. Il a fait tout son mandat sur le chômage, sur la baisse du niveau de chômage. Qu'on ait les résultats qui, pour l'instant, sont insuffisants, amorcés, mais insuffisants en matière de baisse du chômage. Ah oui, mais là, on n'y est pas encore, effectivement. Et là, on le voit, le président qui avance, qui lance des signes, fait des allusions, des lapsus, et évoque finalement sa propre reconduction. Il a raison d'avancer comme ça, dès aujourd'hui, vers sa candidature. Un lapsus, par définition, c'est... Oui, il y avait des lapsus et des allusions. Le lapsus, chez Freud, c'est l'inverse d'avancer. D'accord. C'est justement, vous retenez. C'est pour ça qu'il y a un lapsus. C'est parce que des forces intérieures vous poussent, vous retenez, et à un moment, ça craque. Donc il a raison de rester concentré sur le boulot jusqu'à la fin de l'année. Pourquoi ? Parce que de toute façon, si on n'a pas les résultats, la candidature de François Hollande, elle va avoir... D'accord, mais enfin, on voit bien avec le ça va mieux, ce thème-là qu'il a lancé. Ça, c'est un bon thème. Je comprends ce qu'il veut dire. Si on vient à un point précédent, si on s'appuyait plus sur les sciences sociales et sur les sciences économiques, par exemple, on se rendrait compte que l'usage de ça va mieux doit être prudent. Un des grands enseignements de la vie politique américaine aujourd'hui, c'est que ça va mieux depuis pratiquement les 2 mandats d'Obama. Il y a un taux de chômage de 5%, la croissance est revenue, et pourtant les Américains ne s'en rendent pas compte.
Même c'est pire que ça. C'est que la classe moyenne américaine est fragilisée. Elle perd pas seulement de la confiance, mais de la réalité sociologique. Son nombre diminue. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est tout le problème de la croissance aujourd'hui. La croissance est tellement inégalitaire. Quand elle revient, elle est tellement inégalitaire. La valeur, la richesse créée est tellement accaparée par 1% de la population supérieure que finalement, même si ça va mieux, personne ne s'en rend compte. Et ça, c'est un problème. Donc, je comprends ce qu'il veut dire quand il dit ça va mieux. D'une certaine manière, il y a des indicateurs macroéconomiques qui montrent que ça va mieux. Mais attention, la croissance dans les pays développés aujourd'hui, tellement inégalitaire que personne ne s'en rend compte. Et donc, si on vous dit ça va mieux, mais que vous vous rendez compte du contraire, politiquement, c'est plus compliqué. Mais quand même sur cette question de la primaire, pour vous, qui êtes donc ministre de ce gouvernement, est-ce que François Hollande est le bon candidat pour 2017 pour la gauche ? C'est pas... moi, dans la primaire, quand elle sera... S'il y en a une, s'il est candidat, je vous répondrai. Et le bon candidat, c'est celui qui sera désigné par la primaire. Donc c'est par pas définition. C'est la procédure qui fait le bon candidat. Donc pour mais vous, moi, j'ai pas de problème. Si vous voulez me faire dire est-ce que j'ai un problème avec la candidature de François Hollande, j'ai pas de problème. Moi, si on arrive à faire baisser le chômage d'ici la fin de l'année, je le soutiendrai. Vous n'avez pas de problème, enfin. Je le soutiendrai, je le soutiendrai. J'espérerais même nourrir son programme modestement sur un certain nombre de sujets. La pression est importante. Si le chômage ne baisse pas suffisamment, c'est ce que vous dites. C'est lui qui le dit, c'est pas moi. Moi, je répète moins bien que lui ce qu'il raconte. Et c'est lui qui dit, si j'ai pas de résultat sur le chômage, il l'a redit encore hier. Donc il a juste parlé d'inversion de la courbe. Est-ce que pour vous, c'est suffisant l'inversion de la courbe ? Je ne sais pas combien ça se passe, mais enfin, on voit bien si c'est cosmétique ou si on est sur une baisse significative du taux de chômage. J'ai plutôt tendance à penser que ça va arriver, c'est mon avis personnel. Mais j'ai plutôt tendance à penser que ça va arriver parce qu'il y a quand même des fondamentaux qui s'améliorent, mais on verra ça en fin d'année. C'est à ce moment-là que ça doit se décider, pas avant. C'est trop tôt. Un petit mot sur un candidat putatif et que vous aviez soutenu en 2011, Arnaud Montebourg, lors de la primaire. Vous l'aviez soutenu. Il se déclare aujourd'hui dans Le Parisien, le week-end dernier, il déclare que sa candidature à la primaire est, je cite, une hypothèse réaliste. C'est une bonne nouvelle, ça, le retour d'Arnaud Montebourg, pour vous ? Écoutez, je ne sais pas. Ce qui est important, c'est la plateforme, enfin, ce qu'il va défendre comme idée. Oui, et alors, justement, grosso modo, les mêmes qu'en 2011, non ? Je n'ai pas ces confidences. Quand on lit non, mais je n'en sais rien. Quand on lit les interviews... Je n'en sais rien. Le peu que je lis, je ne peux pas me prononcer. Il n'y a qu'un point sur lequel il est assez clair, et d'une certaine manière, moi, je n'ai pas le même regard que lui sur cette chose-là, c'est l'Europe et la relation avec les Allemands. Il est très dur en direction de l'Allemagne, très dur. Ouais. Et finalement, donc, très critique vis-à-vis de l'Europe. Moi, je suis plutôt critique vis-à-vis de l'Europe, mais je considère que la clé de tout, c'est la relation qu'on a avec les Allemands. Et donc, je ne suis pas dur avec les Allemands. Je pense que si on est européen, qu'on croit à l'Europe, il y a une qualité de travail politique à trouver avec les Allemands, mais qui est indispensable si l'Europe veut être remise en état de relever un certain nombre de défis qui sont devant elle pour des années, et état dans lequel elle n'est pas aujourd'hui. Voilà. Donc là-dessus, si ces propos sont clairs et définitifs, il y a des choses qui méritent... Mais ce serait bien qu'il se présente à cette primaire que vous appelez de vos voeux. Mais s'il y a une primaire, il vaut mieux qu'il y ait des candidats. Il y a des candidats, d'accord. Mais en tout cas, sur le seul point qu'il a éclairci, vous n'êtes pas en phase avec lui sur cette question européenne, non. Vincent Michelon. Oui, Nicolas Sarkozy a dit, c'était ce week-end, que s'il n'y a pas une gauche et une droite clairement démarquées, qui s'affrontent de façon clivante, ça fait le lit du FN. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse ? Que la mauvaise qualité du débat et des oppositions entre la gauche et la droite soit produit des insatisfactions qui vont s'épancher au Front National, c'est certain. Mais il y a une deuxième raison qui fait le Front National, c'est que gauche et droite, même si elles sont en désaccord sur les options, apparaissent appartenir au même système d'élite dans la société. Donc il faut rétablir les clivages, il faut clairement affirmer des démarcations. Pas seulement, il faut se poser la question des élites, de la façon dont on dirige les sociétés, du fait que ces élites doivent être beaucoup plus ouvertes, que ce n'est pas toujours les mêmes, sortant des mêmes écoles, nés dans les mêmes milieux, qui sont appelés à diriger le pays, quoi qu'il arrive, qu'ils soient de gauche ou qu'ils soient de droite. Il y a les deux. Donc, il y a un clivage idéologique. C'est vrai que quand il n'est pas lisible entre la gauche et la droite, les gens perdus vont chercher ailleurs les réponses qu'ils ne trouvent pas dans la confusion du débat public général. Mais il y a aussi une façon de faire de la politique, de concevoir la politique, en gros, très élitiste ou pas,
qui, aujourd'hui, nourrit le Front National. En clair, le ni droite-gauche de Macron, il brouille les lignes, si je comprends bien. C'est pas par définition. C'est même, c'est presque, c'est du mot à mot. Ni droite ni gauche, je pense que c'est une opération de brouillage volontaire des lignes et assumée comme telle. Assumée comme telle ? Brouillage volontaire, pourquoi ? Si vous dites c'est ni la droite ni la gauche, donc c'est par définition. Je ne sais pas si dans son esprit c'est du brouillage. Non, mais c'est pas du brouillage parce qu'il propose une offre au-dessus de tout ça, ou à côté ou ailleurs. Enfin, par rapport au référentiel classique de la vie politique, c'est vraiment une opération de cryptée, de construction d'autre chose qui se revendique comme telle, qui est assumée comme telle. Alors, parlant de l'extrême droite, en Autriche, hier, donc le résultat de la présidentielle a donné vainqueur le candidat écologiste contre l'extrême droite. Est-ce que c'est ce scénario d'une présidentielle où on a un affrontement entre un candidat de gauche et un candidat d'extrême droite et avec des résultats très serrés, est-ce que vous pensez que ce scénario peut se produire en France à court terme ? On est dans une vie tripolaire, politique pour l'instant vraiment tripolaire. C'est-à-dire il y a un Front National, il y a la droite, les Républicains et il y a la gauche de gouvernement. Et à partir du moment où, dans un deuxième tour, il n'y a plus que 2 candidats, tous les scénarios sont possibles, malheureusement. Et en Autriche, ça s'est passé parce que le bloc social-démocrate, on va dire, était extrêmement faible au premier tour. Donc est-ce qu'on n'est pas dans une situation très parallèle à celle de la France ? C'est surtout sur la sociologie que ça joue plus que sur la scène politique. Ce qui se passe, qui a fait le score du parti d'extrême droite, c'est la déshérence et des couches ouvrières, des employés, donc d'une partie de la société qui décroche de la vie publique et politique traditionnelle pour aller chercher refuge chez l'extrême droite, dont ils pensent qu'ils vont les représenter. Cette évolution-là, elle n'est pas autrichienne. Elle prend des proportions en Autriche, y compris pour des raisons historiques. On ne va pas refaire l'histoire de l'Autriche du 19 et du 20e siècle. Non. Enfin, c'est quand même ça le sujet aussi. Mais cette réalité politique-là, il faut la voir. Parce que c'est ce décrochage sociologique de pans entiers de la population. Ça peut trouver les traductions, c'est pas forcément l'extrême droite, mais prenez les États-Unis aujourd'hui, derrière Trump, derrière ce mouvement incroyable qui fait que je ne sais pas s'il sera président de la République, président des États-Unis. Enfin, il postule quand même à l'être, et avec des succès dans les primaires absolument considérables. C'est d'une certaine manière la même chose. C'est le décrochage des couches populaires de la société américaine, d'une certaine façon, dont le discours politique est bâti. Donc voilà, il faut regarder ça très près, très vigilant et se poser les bonnes questions. C'est un scénario qui risque peu d'arriver en France, un candidat écologiste qui soit qualifié pour le 2e tour de la présidentielle, d'autant plus que il semble que le gouvernement ait tout fait pour dynamiter le groupe écologiste à l'Assemblée qui maintenant n'existe plus. Oui. Alors est-ce qu'il y a une volonté réelle d'assécher le réservoir des écologistes pour dissuader notamment Cécile Duflot d'être candidate ? Est-ce que pour vous c'est la bonne méthode ? Non, mais je pense que les écologistes se sont occupés eux-mêmes de créer la situation dans laquelle ils sont aujourd'hui. J'ai jamais compris le départ de Cécile Duflot du gouvernement. Je vous le dis tel que je le pense. On était à 6 mois de la plus grande échéance environnementale du quinquennat qu'est la COP21. Quand on se dit écologiste et on a la possibilité de préparer, puisque je crois même que le ministère de l'Environnement lui a été proposé, une réunion aussi importante mondiale avec des planifications d'objectifs précis sur les domaines de l'environnement que ça, on ne quitte pas le gouvernement. Donc, et de fait, tous les problèmes, tous les spasmes de la vie interne des écologistes sont nés de ce moment-là. Il y a des gens qui n'ont pas compris au sein du Parti vert qui quittent le gouvernement. Voilà, je pense que c'est ça. Le fait générateur n'est pas la décision du président d'éradiquer les Verts, c'est la décision de Mme Duflot de quitter le gouvernement. Donc c'est sa seule responsabilité. C'est le fait générateur. Après, il y a des dynamiques politiques, mais le fait, ce qui a posé le vrai problème, je crois que c'est ça. Et pour vous, donc, cette crise chez les Verts aujourd'hui, est-ce qu'elle est soluble ou est-ce que finalement ça devient un groupuscule ? Ça dépend quels sont les indicateurs. Ils font des scores significatifs à certaines élections locales, quoique. À l'élection présidentielle, ils font des scores qui ne sont pas très très importants. Et là, je pense qu'ils sont en grave
leur situation de leur survie comme organisation est posée. Mais mais ne nous trompons pas, l'idée écologique, l'idée que les modes de consommation dans les sociétés d'aujourd'hui tels qu'ils sont ni tenables, ni souhaitables, l'idée qu'on n'est pas propriétaire d'une planète, que quand même on est locataire d'une planète pour une période de temps, qu'ensuite on doit laisser au suivant, donc il faut faire attention à ne pas la piller. Toutes ces idées-là sont des très belles idées. Et moi, si j'ai quelque chose à plaider, c'est que l'aventure politique des Verts, ils font leur affaire, c'est compliqué. Mais ça ne doit pas enterrer les belles idées sur lesquelles ils sont construits. Cela étant dit, ils sont très affaiblis aussi par le cas Denis Baupin. Est-ce que vous avez été surpris, choqué par cette affaire ? Surpris, oui. Choqué si ce qui est dit est confirmé par la justice, forcément. C'est inacceptable, mais encore une fois, je laisse non pas le bénéfice du doute. Moi, j'ai pas d'informations, j'ai jamais été saisi d'informations quelconque à titre personnel, donc je ne sais pas si c'est vrai. Si c'est vrai, c'est totalement inacceptable. Et là, il devrait démissionner de son mandat de député. Bah, écoutez, lui, il se défend, il dit que c'est pas vrai et que je crois même qu'il a porté plainte. Donc, d'accord. Là, il faut simplement que la justice regarde ça très rapidement. Thierry Mandon, invité du rendez-vous politique des Indes-Radios, Métro News et LCI. Avant les questions des radios, quelques questions plus spécifiquement donc pour le secrétaire d'État à l'enseignement supérieur. La semaine dernière, une note du Conseil d'analyse économique et sociale a montré que l'expatriation des diplômés avait doublé en 5 ans, avec davantage de Français qui partent et puis des étrangers qui viennent faire leurs études en France et qui repartent, ce qui pose des problèmes de financement du système déjà, puisqu'il ne contribue pas au financement des universités. On va dire il y a des solutions qui ont été proposées pour rendre payant les études en France pour les étudiants étrangers. Ce genre de solutions, ça vous paraît, vous paraît des pistes intéressantes face à ce constat ? Il y a l'analyse d'abord. Ce que dit le rapport, c'est qu'il y a des départs de jeunes Français pour faire des études à l'étranger, qu'il y a 2% des étudiants français qui vont faire des études à l'étranger, mais il dit aussi qu'en Allemagne, c'est 3%, en Angleterre, c'est 4%, donc il n'y a pas de proportion, contrairement à l'idée qu'on se fait, il n'y a pas de désertion massive des jeunes Français qui ont de l'argent, parce que ça coûte cher d'aller faire des études à l'étranger, vers l'étranger. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose qu'il dit, c'est qu'il y a en effet des étudiants étrangers qui viennent en France. Et qui ne restent pas. Au passage, la France est une des terres d'accueil d'étrangers, d'étudiants étrangers la plus importante au monde. C'est la 4e destination des étudiants. Et la troisième chose qu'ils disent, c'est qu'en effet, une certaine proportion de ceux-là s'en vont. Mais ça, c'est la règle du jeu. D'accord, donc il n'y a pas de problème. C'est la règle du jeu. Il n'y a pas de problème. Non, de mon point de vue, il n'y a pas de problème. D'abord, les gens qui ont été formés en France, et ça se vérifie, il m'arrive de voyager à l'étranger pour des raisons donc, liées à mes fonctions. Quand vous avez quelqu'un qui est diplômé de l'université française, que vous le retrouvez dans une entreprise brésilienne, chinoise, il a le souvenir de la France. C'est un point d'appui pour la France. D'accord, donc ça favorise des liens commerciaux. Bien, évidemment. Les problèmes pointés par le Conseil d'analyse économique et sociale, pour vous, n'en sont pas. Alors, et les pistes évoquées... Je fais très attention, je ne balaye pas d'un revers de main, parce que tout est dans les nuances, mais cette critique-là me semble infondée pour les raisons que je dis. Deuxième chose qu'ils proposent, ils disent, du coup, comme ils s'en vont, au passage une proportion très peu nombreuse, on va les faire payer plus cher. Mais d'abord, c'est peanuts. Pardon d'être direct. Par rapport au financement du système. Oui. Mais c'est pas ça qui va donner des moyens considérables aux universités. On parle de rien du tout. On parle de sommes minuscules. Et ensuite, on parle de pays avec lesquels on a des conventions. Donc, de toute façon, on ne pourrait pas le faire. Donc, je ne suis pas certain que le jeu en vaille la chandelle. Autre chose concernant alors là, les étudiants qui vont rentrer en première année à l'université, là, les vœux peuvent encore être déposés pendant quelques jours. Vous avez dit, concernant médecine, qu'il n'y avait rien de plus stupide comme moyen de sélection que le tirage au sort, puisque c'était évoqué pour les étudiants en médecine en Ile-de-France. Mais le tirage au sort, il ne concerne pas que les étudiants en médecine, il concerne de nombreuses filières en tension. Et le tirage au sort, c'est une solution qui existe légalement. Est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui qu'il n'y aura pas de tirage au sort à la rentrée dans aucune filière qui est en tension ? Non, je ne peux pas vous le dire, parce que je peux vous le dire. Vous avez dit que c'est stupide, alors il faut savoir. Non, mais il faut lire les phrases en entier, parce que quand je parle, j'essaie d'être conséquent. C'est stupide pour la médecine. D'accord, pas pour le reste. Pourquoi c'est stupide pour la médecine ? Parce que la médecine, c'est une filière hyper sélective. À la fin de la première année, il y a 85% des gens qui échouent à l'examen. Il y a 15% de gens qui réussissent. Pourquoi ? Parce qu'il y a un numerus clausus pour être médecin. C'est une filière hyper sélective. Une filière hyper sélective, et il vaut mieux que, si on doit faire quelque chose de sélectif, le faire avant qu'après, à la fin de la première année.
Ça n'a pas de ssens de laisser entrer librement des gens dans une filière pour qu'à 85% ils échouent. Donc là, à 63%, là, donc plus de la moitié, ils ont disparu du cursus en janvier. Tout ça n'a pas de sens. Donc ça, c'est une chose. Deuxième chose, sur le tirage au sort, c'est une très mauvaise... C'est stupide dans les filières très sélectives, c'est un très mauvais dispositif, mais malheureusement, parfois, il n'y en a pas d'autres dans les filières non sélectives. Quel est le problème ? Le problème en France, il faut qu'on prenne la mesure de ça, c'est l'orientation. C'est avant d'aller à l'université. En gros, si je schématise, si vous êtes né dans des familles aisées ou simplement qui connaissent le système, qui ont les codes culturels, vous arrivez à savoir définir votre parcours universitaire, vos grandes écoles. Mais la plupart du temps, les gens ne comprennent rien au maquis de l'enseignement supérieur. C'est incompréhensible, c'est très lourd. Et donc, l'orientation, le fait qu'on ne doit pas laisser des gamins se précipiter vers telle ou telle filière qui ne donne des débouchés que très, très, très faibles, ou des filières vers lesquelles ils sont quasiment sûrs d'échouer, ce travail-là doit être pris en compte. C'est majeur, c'est pas possible qu'avant l'université, on ne prépare pas les jeunes à l'université. Donc moi, il y a des gens qui sont fascinés. Le secret, c'est la sélection. Bon, la sélection, d'abord, il faut me dire ce qu'on fait de ce qu'on ne comprend pas. Il faut voir les critères sur lesquels on c'est ce que vous appelez l'orientation renforcée, c'est ça. Mais en revanche, mais ça, c'est vital. C'est un projet vraiment presque de société que de bâtir un première et terminale, et en troisième, pour ceux qui ne vont pas au lycée, des vrais systèmes exigeant d'orientation. Pour les quelques minutes qui nous restent, les questions des radios. On commence donc la première qui vous est posée par Loïc Barrère de Radio Orient et qui concerne toujours les étudiants étrangers. Bonjour Monsieur le Ministre, vous avez déclaré que la France était la 3e destination des étudiants étrangers. Est-ce que la France doit accueillir davantage d'étudiants provenant du monde arabe, notamment des pays du Maghreb ? Est-ce que c'est un enjeu important pour le rayonnement de la France et de la francophonie dans cette région du monde ? Alors, c'est totalement essentiel. C'est d'ailleurs, la France va présider un processus européen qui s'appelle le processus de Bologne, qui est l'organisation de la conception de l'enseignement supérieur en Europe, et elle va le présider à partir de cette fin d'année. Et une des priorités de ce processus et de la présidence française, c'est d'ouvrir plus encore sur les pays du Maghreb. Parce que, à la fois, c'est utile que ces pays disposent de cadres formés, et si possible formés en France, parce que c'est assez facile en termes de linguistique. Enfin, il y a plein d'avantages à le faire. Donc oui, c'est très important. Deuxième question. L'Afrique aussi, d'ailleurs. L'Afrique. L'Afrique, il y a une tradition française en Afrique, et l'université doit ressourcer cette tradition. Il n'y a pas besoin de laisser les Américains ou les Chinois ici implantés en masse. Deuxième question posée par Pierre Horaire de Radio Dreckland à Strasbourg, où vous étiez récemment pour le lancement du premier campus européen transfrontalier. Bonjour Monsieur Mandon, vous étiez il y a quelques jours à Strasbourg pour assister au lancement du premier campus européen transfrontalier qui regroupe 5 établissements d'enseignement supérieur de France, de Suisse et d'Allemagne. Un dispositif qui doit permettre, entre autres, de mener des projets de recherche et de développer des diplômes communs entre les universités et de faciliter même la recherche avec des financements qui pourront venir désormais des 3 pays. Sur ce point justement, vous avez regretté durant votre prise de parole que ce campus, je vous cite, perturbe les règles classiques du financement de la recherche. Alors pourquoi ce point vous semble-t-il négatif ? Simplement parce que les règles de recherche, de financement de la recherche sont directement liées à la nationalité des équipes de chercheurs. Donc en France, on finance les chercheurs français, en Allemagne, on finance les chercheurs allemands, et en Suisse, on finance les chercheurs suisses. Quand vous avez une université qui prétend justement estomper en termes de scolarité ou de recherche ces 3 frontières-là, le problème est de savoir si les agences nationales accepteront de financer des projets franco-allemand, suisse. Et c'est ça moi je pense que c'est indispensable. C'est donc, j'ai même ouvert la porte en disant qu'on était prêt à le regarder, et j'ai mis une condition, on le regarde si les Allemands font la même chose, si les Suisses font la même chose. Alors il n'y a pas besoin de passer devant le notaire pour que ça se fasse ententer, on peut être intelligent, souple, mais si on trouve des financements innovants pour des équipes plurinationales en France, il faut que les Allemands, d'ailleurs je vais en Allemagne dans 15 jours, je vais en parler avec la ministre, fassent la même chose, et je pense qu'on va y arriver. Et pour finir, une question plus personnelle de Christophe Fro de France Maghreb 2. Bonjour Monsieur Thierry Mandon. Vous avez été nommé secrétaire d'État à la réforme et à la simplification le 3 juin 2014, puis le 17 juin 2015, vous devenez secrétaire d'État chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche. Vous qui êtes un ancien consultant,
stratégie d'entreprise et des ressources humaines et qui savait qu'il faut beaucoup de temps pour réussir une réforme. Pourquoi avez-vous accepté de changer de fonction au bout d'1 an ? Peut-on dire que c'est le fonctionnement titanesque de l'État qui vous a réformé ? Non, c'est simplement le fait que, après avoir essayé de penser de manière systématique sur tous les domaines la simplification, je me suis dit qu'un des terrains majeurs sur lesquels, pour l'avenir du pays, c'était important de le mettre en œuvre, de piloter la mise en œuvre de la simplification, c'était l'enseignement supérieur et la recherche. Il y a beaucoup trop de formations, tout ça est illisible, enfin on a parlé de ça ici, donc je pense que c'est un terrain d'expérimentation concret de la mise en œuvre de la simplification qui est utile. Et moi, dans ma vie politique, modeste, je pense que ce qui compte, c'est ce qui se fait réellement. C'est pas ce qu'on dit qu'on va faire, c'est pas ce qu'on dit qu'on fait, c'est pas ce qu'on dit de ce qu'on fait, c'est ce qui se fait réellement. Et donc, j'étais très attaché à cette mise en œuvre. Oui, mais enfin, vous pouvez reconnaître que ces changements rapides comme ça de ministère, c'est quand même un peu perturbant. Alors, vous concernant, mais comme d'autres. C'est vrai que vous critiquez le fonctionnement du système. Est-ce que c'est pas un des points à réformer, ça, des ministres comme ça qui changent de ministère au bout de quelques mois, sans avoir été au bout ? Il y a en Europe beaucoup d'expériences très différentes. Il est vrai que si on arrivait à mettre des systèmes stables dès le début du quinquennat pour 5 ans, avec des ministres qui soient positionnés là où ils vont être pendant 5 ans, on gérerait autrement un calendrier qui est déjà très restreint. 5 années, ça va très vite. Donc dans l'idéal, oui, il serait mieux que les ministres restent où ils sont. Bon, merci Thierry Mandon d'avoir été l'invité du rendez-vous politique des Indes Radios, Métro News et LCI.